La revue Paix et Sécurité en Afrique subsaharienne est une revue pluridisciplinaire que la BS a mis en place avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer. C'est une revue qui est semestrielle et qui apporte chaque semestre, donc 2 fois dans l'année, des contributions d'universitaires, d'enseignants, d'institutions militaires, d'officiers supérieurs, de journalistes, bref, de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont un regard sur les problématiques sécuritaires donc en Afrique subsaharienne. Tous ceux qui peuvent apporter donc, aux décideurs, mais aussi au public, mais également à la presse, le recul, l'analyse approfondie dont nous avons parfois besoin pour comprendre toute la complexité des préoccupations, des problématiques sécuritaires qui concernent notre continent, qu'il s'agisse du terrorisme, qu'il s'agisse de la piraterie maritime, qu'il s'agisse de toutes ces menaces émergentes, y compris les menaces de l'ordre du cyber, qui aujourd'hui sont donc des menaces réelles pour les États d'Afrique subsaharienne et pour lesquels ou contre lesquels nous n'avons pas, nos États n'ont pas toujours les moyens donc d'apporter la réponse qui est nécessaire. Alors ce que nous faisons avec la revue, c'est d'abord d'apporter aux décideurs un regard africain, un regard de chercheurs, un regard de praticiens, donc des questions de sécurité sur les problèmes que nous avons et à partir desquels nous pouvons, disons, prendre en compte un certain nombre de recommandations, de propositions, de suggestions pour améliorer la sécurité, pour que la stabilité et la paix prévalent un peu partout en Afrique. Ce thème s'est imposé parmi tant d'autres, parce que nous avons traité, bien entendu, dans les numéros précédents, donc d'autres questions qui touchent directement l'action donc des forces de défense et de sécurité, l'action des armées, des services de police. Et nous avons observé qu'il était important de regarder aussi ce qui se construit, ce qui se met en œuvre en marge de l'action des militaires et des policiers. Parce qu'au final, la sécurité, c'est d'abord le sentiment d'être en paix. Et la construction de la paix emprunte bien souvent des chemins variés, beaucoup d'expériences. Beaucoup d'initiatives peuvent tout à fait concourir à faire en sorte qu'il y ait la paix sur un territoire, la paix dans un pays, la paix dans une région. Alors donc cette fois, nous avons souhaité, parce que c'est un phénomène qui est très ancien en Afrique, mais qui s'est considérablement développé ces dernières années, c'est le phénomène vraiment de construction, de propositions, d'offres alternatives de sécurité. Alors, ce qu'on appelle les offres alternatives donc de sécurité, ce sont simplement dans les communautés, les citoyens qui s'organisent librement dans certaines sociétés où vous avez des groupes comme les chasseurs, vous avez en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle les Dozo, dans beaucoup d'autres pays africains, donc des organisations, on va dire, en charge, pas principalement, mais qui sont quand même en charge de garantir l'ordre, la tranquillité, la sécurité sur un territoire. Et donc, nous avons regardé comment toutes ces organisations-là progressent et comment leur action peut être complémentaire à l'action donc des forces armées et de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, aussi bien en Afrique centrale, donc quand je considère des pays comme le Cameroun, des pays comme le Tchad, en Afrique de l'Ouest, tous les pays sahéliens, mais également les pays côtiers aujourd'hui qui sont tous confrontés à la menace du terrorisme qui touche nos valeurs, qui touche même l'existence même, qui remet en cause potentiellement l'existence même de nos États, la forme laïque, la forme républicaine de nos États. Et donc ce sont autant d'enjeux qui font que finalement il ne faut pas considérer seulement les forces armées, les forces de sécurité publique comme les seules pourvoyeuses de la sécurité. Donc on s'inscrit ici dans une sorte de compréhension en termes de complémentarité de l'action donc des citoyens, des organisations de la société civile dans les communautés, en termes, comme je l'ai dit, de complémentarité avec l'action des forces de défense et de sécurité. Ça peut se traduire par un certain nombre on va dire de concepts. On peut parler de sécurité citoyenne, de sécurité collaborative, de sécurité alternative. Mais toujours est-il que ce que nous mettons en avant, c'est surtout
l'idée que les États, mais aussi les citoyens, doivent non seulement prendre en compte la complémentarité utile de ces actions-là de sécurité au niveau local, mais faire absolument attention à ce qu'on ne s'introduise pas dans une substitution durable. Et qu'il est important qu'il n'y ait pas d'initiative, qu'il n'y ait pas de sécurité qui ne soit pas, on va dire, produit déterminé par l'État, par la puissance publique en général. Ce faisant, bien entendu, on créerait encore d'autres problèmes parce que le but, c'est de renforcer, c'est de consolider l'État, pas de concurrencer l'État. Donc l'idée, c'est d'étudier tous ces phénomènes-là dans l'esprit qu'ils peuvent être complémentaires à l'action des forces de défense et de sécurité dans les communautés pour que la sécurité, la stabilité, la paix puissent être effectivement la réalité dans toutes ces contrées aujourd'hui qui sont meurtries avec un grand nombre de réfugiés, un grand nombre de déplacés dans notre région. Les différentes contributions sont pertinentes et de qualité. D'une part, elles émanent des universitaires africains et ces contributions abordent différents sujets en rapport avec les questions de paix et de sécurité. Parlant des universités, nous avons eu des productions originaires du Cameroun, du Burkina Faso, du Nigeria, pour ne citer que ces trois exemples. Sujet pertinent et d'actualité parce que vous savez qu'à notre siècle, les questions de paix et de sécurité sont des préoccupations aussi bien nationales, locales qu'internationales. Alors, nous avons 9 contributions qui nous parlent des expériences de 3 pays. Le Cameroun, dans le nord du Cameroun, par exemple, les groupes d'autodéfense sont très développés et nous avons des contributions qui nous les présentent, qui nous les analysent et qui montrent un peu leur utilité un peu dans la lutte contre les insurgés donc, du groupe Boko Haram qui sévissent dans le nord du Cameroun, mais également sur un autre volet en ce qui concerne les revendications séparatistes qu'il y a au Cameroun. Il y a également tout un développement sur l'action de ces groupes-là par rapport donc, à l'armée nationale. Vous avez également le Nigeria pendant longtemps, qui est encore un pays dans lequel les groupes de défense sont très développés et qui peut représenter un cas d'école en termes de compréhension des risques et des dérives potentielles que ces groupes-là peuvent avoir en cohabitant avec les forces armées de sécurité. Également au Burkina Faso, qui est le pays qui a mis en place récemment un cadre qui a encadré ce qu'ils appellent les volontaires de défense de la patrie, qui sont donc des jeunes, des volontaires dans les communautés, qui sont des supplétifs des forces armées, des forces de sécurité publique pour servir en termes de renseignement, qui servit aussi en termes au sens opérationnel, puisqu'ils participent à des actions, des missions de combat donc, contre les groupes terroristes qu'ils essaient de débusquer donc, dans les différentes régions du Burkina Faso affectées par le terrorisme. Je crois que non. Fort heureusement, non. Nous avons connu dans le passé, peut-être même jusqu'à présent, dans certaines parties de notre pays, des chasseurs. Les chasseurs ne sont pas des groupes d'autodéfense au Bénin. La chasse, c'est une activité culturelle et culturelle dans certaines régions, mais ils ne se sont pas constitués en groupe d'autodéfense. Donc, il n'y a aucun groupe d'autodéfense enregistré officiellement au Bénin et même de façon informelle, je n'ai pas connaissance. Dans la plupart des cas, c'est des gens qui s'auto-proclament groupe d'autodéfense. Et oui, fort heureusement, au Bénin, nous n'avons pas ce genre de groupe d'autodéfense. Je sais qu'il y a quelques années, des groupes d'autodéfense s'étaient organisés face à la défaillance des acteurs traditionnels de promotion de paix. Je voudrais citer par exemple le cas du colonel Davy qui s'était installé dans la zone du Mono et qui rendait justice aux populations. Plus tard, dans la région septentrionale, des groupes d'autodéfense constitués essentiellement de chasseurs locaux s'étaient constitués aussi pour garantir un minimum de paix et de sécurité aux populations. Je pense que les initiatives privées, les initiatives locales de sécurité
ne date pas d'aujourd'hui en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. Et il faut dire que ces derniers temps, ces initiatives sont mises en lumière et de façon un peu plus forte du fait d'un certain nombre d'éléments cumulatifs que nous observons et que sont l'absence ou la défaillance complète de l'État dans certaines zones de nos pays, et surtout dans les domaines de la sécurité, dans les domaines de la justice. Des éléments tels que la montée en croissance de l'insécurité et une certaine banalisation de la violence envers les humains, etc. Et nous avons aussi l'avancée des groupes armés djihadistes, qu'on le veuille ou non, avec le lot de désolation que ça crée. Donc, ces éléments cumulatifs, quand même, ont mis de façon un peu plus forte en lumière les groupes, les initiatives locales d'autodéfense. À tel point que dans certains pays, c'est même les autorités nationales qui ont appelé les civils à s'associer à l'État pour combattre un peu l'insécurité. Je me rappelle qu'ils vous souviennent, au Burkina, en 2019, c'est le président lui-même, Roch Kaboré, et à sa suite, il y a eu une loi qui a été adoptée sur les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Donc, pour dire que le constat aujourd'hui, c'est que ces groupes, qu'on le veuille ou non, produisent quand même des résultats. Dans la revue de l'ABES, il y a une analyse qui a montré une évolution de l'insécurité dans des pays comme le Mali et le Burkina de 2014 en 2020. Il y a eu comme une régression des incidents liés à l'insécurité et du fait donc de ces groupes d'autodéfense qui existent. Donc, ils produisent des résultats, qu'on le veuille ou non, par rapport à l'insécurité. Toute la problématique, c'est à mon avis de pouvoir mettre en balance les éléments positifs et les éléments négatifs ou les éléments les moins reluisants de ces groupes pour pouvoir se positionner, pour pouvoir savoir est-ce qu'on les promeut ou non. Le risque, il est bien entendu là. Et l'idée, je pense qu'il est important. On est face à un dilemme. Le dilemme suivant lequel les armées, les polices n'ont pas aujourd'hui les capacités, l'effectif et parfois même la légitimité. Parfois, dans certaines contrées, vous voyez, la police et l'armée sont vues comme des forces un peu exogènes et parfois prédatrices, donc qui viennent nous imposer ceci, cela, qui viennent réguler quelque chose qui n'est pas de leur ressort. Donc, il y a parfois cette perception-là. Donc, l'idée, effectivement, c'est de construire des espaces de collaboration de façon à ce que l'État ait sa présence et son action partout sur le territoire, mais que cette action-là, en raison de la conjoncture, c'est peut-être pas une conjoncture, c'est peut-être même des difficultés, on va dire, structurelles pour nos armées, mais toujours est-il qu'elles ne peuvent pas être partout. Et qu'il est important qu'il y ait des relais encadrés pour accompagner donc ces forces-là dans les discussions de leur mission. Mais je suis conscient avec vous que cela représente un risque. Cela représente un risque qui est cette dualité et cette double allégeance, parce que la force publique est l'incarnation de l'État. Et qu'il faut faire en sorte que l'État, en tant que garant de la sécurité, ne soit pas, on va dire, concurrencé dans cette prérogative qu'il est censé exécuter de façon, on va dire, discrétionnaire, de façon exclusive. Il est important qu'il y ait cette audace-là, l'audace de construire des solutions originales, parce que nous n'avons pas les moyens de construire immédiatement des armées, des services de police modernes et équipés qui puissent, sur l'ensemble du territoire, apporter donc des réponses aux attentes légitimes en matière de sécurité que les populations ont. Sur le principe, oui. Oui, seulement qu'il faut beaucoup travailler encore. Je dis oui parce que on peut pas en être autrement. Les structures étatiques ne peuvent plus à elles toutes seules fournir la sécurité dont les citoyens ont besoin
pour leur épanouissement. Et il faudra qu'il y ait un partenariat entre les structures de sécurité et de défense et les communautés elles-mêmes. Et c'est dans ce cadre que nous parlons de police communautaire. Un rapprochement entre les acteurs régaliens de la sécurité et les citoyens eux-mêmes pour pouvoir garantir la sécurité dans nos cités. C'est pourquoi je pense que les citoyens au sein de nos communautés constituent des acteurs de la sécurité. Les Béninois n'ont pas le choix parce que la sécurité est une condition sine qua non de paix et sans la paix, il n'y a pas de développement. Et vous allez vous rendre compte que les Béninois sont attachés aux questions de paix et de sécurité. Pour preuve, même en situation de conflit, même en situation de grande divergence, ils s'accordent toujours sur un minimum et vivent en paix et cohabitent ensemble malgré les grandes divergences qui pourraient les opposer. On n'a donc pas le choix d'œuvrer à la paix parce que sans la paix, sans la sécurité, le développement ne sera pas possible. Le concept de coproduction de la sécurité fait appel à des préceptes mobilisateurs dont on entend parler dans d'autres domaines du secteur public et qui tendent à promouvoir vraiment des approches inclusives, des approches globales, des approches participatives, etc. Donc, dans le domaine de la coproduction, parler de coproduction de la sécurité invite à l'adoption d'une stratégie vraiment transversale, contextualisée, qui rassemble l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, des composantes de la communauté ou de la localité autour des préoccupations sécuritaires. Et donc, il devrait exister, par exemple, des cadres d'échange permanents ou périodiques avec les autorités, aussi bien les autorités au niveau local, les différentes composantes de la société, les jeunes, les leaders, les sages, pour discuter des menaces, des enjeux et même des opportunités au niveau de la communauté. Et l'implication du citoyen, donc peut-être ça devrait lui donner des espaces pour qu'il puisse, en tant que citoyen, et la société civile aussi en tant qu'entité formalisée de citoyens, puisse participer au diagnostic, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation et à la reformulation des politiques sécuritaires, tant au niveau local qu'au niveau national. Le citoyen peut aussi être impliqué par de la production, ou le citoyen ou la société civile peut contribuer à la coproduction par de la contribution des analyses, la contribution d'une documentation de recherche scientifique, telles que le font certaines structures telles que WANEP, l'ABES, etc. Et la société civile peut aussi contribuer à cette coproduction en faisant du partage d'informations avec les forces de défense et de sécurité, en faisant de la sensibilisation à l'endroit des populations pour vraiment une collaboration entre les forces de sécurité et de défense et les populations. Donc voilà autant de pistes à travers lesquelles le citoyen lambda ou citoyens, entités formalisées de citoyens, sociétés civiles peuvent contribuer vraiment à la coproduction aux côtés des FDS de la sécurité. Oui, sur l'expérience de la police de proximité, aujourd'hui on parle de police communautaire. Le Bénin a fait quand même un bout de chemin depuis près d'une dizaine d'années. Nous avons commencé par la police de proximité. Nous étions à l'époque de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Mais à l'avènement de la réforme de la police républicaine, les autorités du Bénin ont fait le choix
de la police communautaire, l'approche police communautaire. Et beaucoup d'activités ont été menées. Il y a eu des séminaires diagnostiques, il y a eu des formations. Nous avons élaboré des mallettes de formation à l'attention des acteurs de la sécurité, notamment les agents de la police. Nous avons eu des formations à l'endroit des journalistes, les radios communautaires notamment, parce que ces radios sont plus près des communautés et parlent les langues que les communautés comprennent, parlent dans leur milieu. Nous avons eu des formations à l'endroit des élus locaux, les maires notamment, et quelques préfets également. Et donc, je peux dire aujourd'hui que l'approche police communautaire est en train de faire son chemin. Nous avons bénéficié de l'appui technique et financier de la Fondation française d'elle. Mais il y a également Enabel, qui est une agence belge qui accompagne également la police républicaine sur la thématique. Si vous regardez un peu dans la ville, Cotonou comme dans nos villes, vous allez remarquer quand même que l'approche ou le rapport police-population a quand même évolué. On sent aujourd'hui des policiers beaucoup plus enclins d'aider la population, d'apporter assistance, conseil et moins de répression, notamment sur nos axes routiers. Nous avons très peu de répression aujourd'hui. La police est beaucoup plus dans l'approche préventive, dans l'approche conseil, dans l'approche assistance. Et ça, c'est grâce à toutes les communications, à toutes les formations pour sensibiliser tous les fonctionnaires de police à l'idée de réduire le fossé entre la police et la population. Parce que l'étude scientifique a révélé qu'il y a un fossé entre la police et la population. Et si ce fossé n'est pas réduit, nous ne pouvons pas obtenir le partenariat avec la population pour nous accompagner sur les questions de sécurisation de nos cités. Et donc aujourd'hui, je pense que le fossé est suffisamment réduit, même si ce n'est pas complètement réduit. Nous y travaillons encore et nous espérons que nous allons faire davantage pour que le fossé soit complètement réduit. C'est très important. Nous envisageons à terme ou à moyen terme de faire de chaque citoyen un acteur de la sécurité à part entière. Nous voulons que les citoyens aient la conscience de ce que la sécurité est l'affaire de tous. Que les citoyens développent les comportements de sécurité. Et que les citoyens comprennent que dans aucun pays du monde, on est en mesure de mettre un agent de sécurité devant chaque porte. Nous devons faire en sorte que les partages d'informations, les dénonciations, les contributions soient de façon spontanée, parce que c'est la sécurité de tout ce qui est en jeu. Or, la sécurité, c'est l'une des libertés fondamentales sans laquelle on ne peut pas jouir des autres libertés. La liberté de commerce, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression ne saurait exister véritablement si nous n'avons pas la liberté, si nous n'avons pas le droit à la sécurité. Or, il se fait que ce droit à la sécurité, les acteurs régaliens à eux seuls ne peuvent plus assurer la sécurité de nos cités. Donc, tous les citoyens, à tous les niveaux, doivent contribuer, concourir, créer ce partenariat entre les acteurs régaliens de la sécurité pour que nous puissions au mieux assurer la sécurité de nos cités. Surtout que les menaces aujourd'hui sont diffuses et asymétriques. Donc, il faut forcément que chaque citoyen concourt à la sécurité de la cité tout entière. Au niveau de WANEP, il faut dire que notre rôle, c'est observer, rapporter et agir. Observer, nous avons un certain nombre de points focaux communautaires qui sont sur toute l'étendue du territoire, qui observent la situation de paix et de sécurité humaine dans notre pays à travers certains indicateurs spécifiques qui ont été élaborés et mis à leur disposition. Et donc, ils observent à travers les médias, à travers toutes les sources ouvertes,
Et au niveau de la coordination aussi, ce même travail d'observation se fait des faits qui peuvent constituer une menace à la paix et à la sécurité humaine de notre pays. Au niveau du volet rapporté, quand on voit qu'il y a des faits constitutifs de menaces, ils sont rapportés, renseignés dans un système d'alerte précoce qui est opérationnalisé par WANEP Bénin. Et en troisième position, agir, c'est que ces informations sont traitées, ces informations sont analysées et ces informations nous permettent d'agir en plus des recommandations qui sont faites aux décideurs, nous permettent d'agir au niveau du réseau, de mener des actions à notre échelle pour apporter des réponses aux menaces éventuelles de paix que nous avons décelées. Donc, de façon concrète, on peut dire que WANEP Bénin mène à la fois pour l'édification de la paix, WANEP Bénin mène des actions d'éducation à la paix et à la non-violence à l'endroit des élèves et des jeunes, parce que on a l'habitude de dire que la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut aussi bâtir des défenses de paix. Et donc, très tôt, nous faisons de l'éducation à la paix et à la non-violence dans les écoles. Donc, à l'endroit des élèves, nous travaillons avec les enseignants et les parents d'élèves aussi à cet effet-là. WANEP Bénin produit des documents d'analyse, comme j'ai eu à le dire, des documents d'analyse donc sur des situations, alerte et fait des recommandations à l'endroit des autorités, des décideurs. Nous faisons également de la formation à toute cible de la société, toute composante, tout groupe de la société qui a besoin de formation en matière de prévention des conflits, la compréhension même des conflits, la gestion pacifique des conflits, le dialogue, la négociation, la médiation, etc. Nous avons un pool de médiatrices communautaires, donc des femmes qui sont formées à l'analyse des conflits et à la médiation et qui sont dans les communautés et qui aident à la gestion pacifique des conflits au niveau de nos communautés. Donc, voilà autant d'actions que le WANEP mène de façon quotidienne pour l'édification de la paix au Bénin. Alors, l'ABES est une jeune association qui a été créée il y a seulement 1 an et demi, bientôt 2 ans. C'est une association qui regroupe des Béninois, des fonctionnaires d'organisations internationales, des universitaires, des chercheurs, des officiers supérieurs, des diplomates, des journalistes. Bref, toute une communauté professionnelle variée, mais avec des personnes qui ont en commun de s'intéresser donc aux problématiques sécuritaires et à la construction, à l'émergence d'une pensée stratégique qui soit fondamentalement béninoise et authentiquement africaine. Et nous sommes au niveau de l'association très impliqués dans la compréhension donc, des phénomènes sécuritaires dans nos contrées, en Afrique, et aussi pour apporter dans le monde, en Afrique, la voix du Bénin, donc sur ces problématiques-là qui concernent aujourd'hui l'ensemble du continent. Donc notre contribution, c'est une contribution en termes nous offrons un espace de dialogue, un espace entre différents acteurs concourant à la sécurité. Nous offrons une plateforme d'échange et nous offrons la possibilité pour les chercheurs, pour les praticiens, donc de proposer leurs réflexions, leurs contributions pour, bien entendu, leurs recommandations sur les phénomènes sécuritaires auxquels le continent fait face à partir de leur expérience en tant que Béninois, en tant que professionnels, en tant que chercheurs en matière de sécurité.